Alors que de nombreuses réactions continuent de suivre le grand entretien du président Abdourahmane Tiani, certains passages sont passés relativement inaperçus. Pourtant, ce sont peut-être les déclarations les plus importantes de toute l'interview. Face aux critiques sur l'économie, les retards de paiement, les ressources naturelles et le train de vie de l'État, le président livre une réponse directe et sans détour. Dans cette vidéo, nous revenons sur les séquences les plus marquantes. Les Nigériens n'est pas des moindres que notre uranium a moins de valeur que de l'argile, que l'apport des oignons ou je ne sais pas de quelques feuilles de gabou ont plus de devises à procurer au Niger. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ça là c'est un narratif pour convaincre les Nigériens de l'inutilité de son uranium. Allez-y voir le fait d'avoir arrêté ce pillage systématique. Allez-y voir l'effet que ça a produit dans la politique d'Emmanuel Macron. Et je le comprends en partie. Et c'est pourquoi je compatis à ce qu'il endure. Mais il aurait été plus sage d'accepter que l'uranium, depuis le 26 juillet 2023, est la propriété du Niger. Et que l'uranium est définitivement la propriété des Nigériens. Dans cette première séquence, le président défend la reprise du contrôle des ressources nationales. Son message est clair. Les richesses du Niger doivent désormais être gérées dans l'intérêt du pays et de sa population. Mais pour lui, récupérer les ressources ne suffit pas. Encore faut-il accepter les sacrifices nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Nous nous approprions nos ressources. Nous remercions et félicitons les employés de la Somaïr, puisque la Cominac a été assassinée par les mêmes Français quand ils ont pensé que l'uranium n'a plus d'apport économique suffisant, où ils avaient choisi de ne pas investir pour réhabiliter les galeries de la Cominac. Ils l'ont purement et simplement abandonné, malgré le fait que les actionnaires qui sont d'autres nationalités aient versé l'intégralité des fonds destinés à la réhabilitation du site. Malgré ce fait, les Français ont refusé de continuer la réhabilitation du site pour nous laisser plus de 600 km de galeries en train de contaminer notre nappe phréatique. Et c'est à nous que je vois certaines organisations mettre en garde. C'est à nous que je vois certaines organisations donner un avertissement pour vous dire le degré d'immoralité qui conduit les affaires internationales aujourd'hui. Donc, que les Nigériens comprennent qu'on ne vit pas dans l'opulence, mais le combat que nous menons est justement celui de permettre aux Nigériens de vivre dans l'opulence. Actuellement, ce qui est des préoccupations alimentaires, je crois que nous avons tourné le dos et nous avons définitivement tourné le dos. Il faut que les Nigériens comprennent que d'autres Nigériens se sacrifient pour qu'on atteigne ces objectifs. C'est le cas des forces de défense et de sécurité, c'est le cas des employés, comme je l'ai dit, de la Somaïr, qui produisent cet uranium, et c'est le cas des Nigériens conscients, résilients, qui savent que le combat ne fait que commencer. Cette phrase constitue probablement le cœur du message présidentiel. Elle prépare les citoyens à une période encore difficile et insiste sur l'idée que les changements annoncés demanderont du temps, de la patience et des efforts collectifs. Si vous appréciez cette analyse, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre point de vue en commentaire. Selon vous, les sacrifices actuels permettront-ils d'obtenir les résultats espérés? Le combat est au début, parce que les défis sont énormes. Ceux qui pensent que ce qu'on n'a pas pu obtenir avec ou à travers le dialogue, c'est à travers un chapelet de grève qu'ils peuvent l'obtenir, c'est leur
jugement. Mais ce n'est pas un jugement que je partage et ce n'est pas un jugement que les Nigériens partagent. Quand nous étions arrivés au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous avions trouvé des arriérés de 2021, 2022 et 2023. Au niveau de l'éducation, les contractuels de l'éducation ou de la santé, nous avions trouvé des arriérés de 8 mois. Nous étions soumis à un embargo sauvage où nos propres fonds ont été irrégulièrement et illégalement confisqués parce qu'il y a des laquais prêts à répercuter les ordres du Seigneur Macron. Nous avons malgré tout été imaginatifs. Nous avions déterminé, pris des décisions pour que tout développement se fasse à travers nos ressources endogènes, puisque les ressources exogènes ne sont plus ou n'étaient plus à notre portée. Même les ressources endogènes qui étaient dans un circuit que nous ne contrôlons pas ont été mises hors de notre portée. Malgré tout, nous avons réussi, au moment où je parle, à ramener ces arriérés-là à peut-être fin 2025. Que ce soit les étudiants, je le comprends, qui ont besoin de bourses pour survivre, que ce soit les enseignants, qui ont également des familles à charge, mais qu'ils disent et qu'ils comprennent. Nous sommes 27 millions. Sur les 27 millions, il y a moins de 200 000 qui ont un salaire mensuel. Les 27 millions, c'est à travers l'investissement que l'État fait qu'ils sentent que l'État existe, qu'ils sentent que l'État est là pour leur faciliter la vie. Donc, que les autres également, qui ont ce privilège de se prévaloir d'un salaire à la fin de chaque mois, comprennent que c'est des sacrifices énormes qui sont consentis pour réduire les arriérés que nous avions trouvés et essayer d'être réguliers. Au moment où je vous parle, les contractuels ont un reliquat de 2,6 milliards pour le paiement de décembre. Et les bourses, je crois, c'est 444 millions pour décembre. Donc nous sommes conscients, nous suivons, mais qu'ils comprennent que c'est le moment de sacrifice. De la même façon que nous nous sommes évertués à réduire les mois d'arriérés qu'ils avaient à notre arrivée et sous embargo, ce n'est pas avec plaisir que nous accusons des retards d'arriérés. Qu'ils comprennent que des militaires, des FDS, accusés également des mois d'arriérés. Pourtant, ils se sacrifiaient pour ce même pays. Ils mouraient pour ce même pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conviction que si nous ne faisons pas le combat, personne ne le fera à notre place. Et qui dit combat, dit combat. C'est la lutte. La lutte, ce n'est pas dans un salon qu'elle se mène. La lutte, elle est matérielle, elle est physique, elle est morale. Il faut que les gens comprennent ceci pour que tout ce qui arrive en retard ne soit pas pris comme un défi, comme une manifestation de mauvaise foi, mais comme un défi circonstanciel, comme un défi conjoncturel. Et c'est ce que j'ai à dire par rapport à
votre question. Le président revient ici sur les difficultés financières rencontrées depuis son arrivée au pouvoir et sur les contraintes auxquelles le pays a dû faire face. Son objectif est d'expliquer pourquoi certaines attentes n'ont pas encore reçu de réponse immédiate. Vous parlez de train de vie. Est-ce que nous avons un train de vie? Face à tous nos défis, face à tous les engagements, est-ce que nous avons un train de vie? Nous avons un train de survie. Cette dernière séquence est particulièrement marquante. En affirmant que le Niger vit aujourd'hui avec un train de survie, le président cherche à répondre directement à ceux qui estiment que les dépenses publiques devraient être davantage réduites. À travers ces différentes déclarations, Abdourahmane Tiani défend une même idée. Les difficultés actuelles sont présentées comme une étape nécessaire dans un combat plus large pour la souveraineté, la stabilité et le développement du Niger. Mais la question demeure. Les sacrifices consentis aujourd'hui produiront-ils les résultats attendus demain? Partagez votre avis dans les commentaires.